Aujourd'hui, je voulais te sensibiliser à un sujet que je connais très bien et qui me tenait particulièrement à cœur de te partager. La satisfaction au travail. Donc comme tu le sais, je suis docteur en pharmacie et ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin du cursus, on termine avec un projet, une sorte de grand mémoire qu'on appelle thèse d'exercice qui nous permet d'accéder au titre de docteur. Dans le cadre de cette thèse, on peut étudier beaucoup de domaines qui ont plus ou moins un lien avec la pharmacie ou le domaine de la santé. Et dans mon cas, je voulais un sujet qui pouvait à la fois lier la gestion d'équipe et la pharmacie. Alors pour être honnête avec vous, je voulais partir à la base sur un sujet beaucoup plus précis et un peu moins joyeux, qui était le burn-out chez les pharmaciens en officine, sujet qui a d'ailleurs déjà été traité par certains de mes confrères et consoeurs. Mais avec le recul, je voulais un sujet qui englobait la santé mentale et qui ne parlait pas que de celle-ci. Et surtout, j'étais à la recherche d'un curseur qui permettrait d'avoir, à un moment donné, une idée de l'état de bien-être global des collaborateurs. Et c'est donc après plusieurs recherches que je tombe sur un des curseurs, justement, qui existe déjà et qui est bien connu dans le domaine de la psychologie du travail. C'est la satisfaction au travail. Donc avant de revenir sur la définition même et les caractéristiques de celle-ci, j'avais envie de vous parler du travail en lui-même. Je pense que c'est une chose que vous avez déjà remarqué, mais le concept même du travail en France a une connotation très négative. C'est un mot qui désigne historiquement à la fois un instrument de torture, un tourment psychologique ou une souffrance physique. Dans ce contexte un peu compliqué, comment on arrive à parler de bien-être au travail? Donc il existe beaucoup de définitions concernant la satisfaction au travail, et j'ai choisi de vous partager celle de Edwin Locke, psychologue américain, qui définit la satisfaction au travail comme étant une évaluation qu'un individu se fait du travail. C'est une sorte d'évaluation qui concerne le travail en lui-même et les expériences qui lui sont associées. Ainsi, l'individu exprime alors des sentiments agréables ou désagréables à l'égard de celle-ci. Toujours selon Edwin Locke, la satisfaction au travail a une composante multidimensionnelle. On a une dimension cognitive qui est liée à ce que l'individu sait ou croit savoir sur son travail. Ensuite, une dimension plutôt affective, liée sur les sentiments éprouvés à l'égard du travail et de ses expériences. Et enfin, une dimension conative qui consiste en une sorte de disposition à agir, une intention d'action favorable ou défavorable vis-à-vis du travail. Donc là, je vais développer ces différentes dimensions et vous allez voir que vous allez reconnaître des problématiques qu'on retrouve actuellement dans le monde du travail, dans chacune de ces dimensions. Pour l'aspect cognitif d'abord, l'individu appréhende donc l'écart perçu entre ce qu'il attendait de son emploi et ce qu'il en est réellement. Plus l'écart est grand, moins la personne va être satisfaite. J'ai en tête tout ce qui est entretien d'embauche, fiche de poste, une clarification complète des attentes que l'on a par rapport au futur employé et une transparence sur la réalité du terrain. On peut également voir dans l'aspect cognitif tout l'aspect formation. Et donc, dans notre rôle en tant que responsable ou manager, ça va être la formation d'étudiants ou de stagiaires, parce que c'est à leur niveau qu'ils doivent aussi comprendre la réalité du terrain et non pas seulement faire des tâches annexes au travail en lui-même. Pour l'aspect affectif, on considère que c'est une réponse émotionnelle, donc agréable ou désagréable, face à une expérience de travail. Cette perception évolue évidemment en fonction des expériences et des attentes du salarié. C'est là où on retrouve, quand ça se passe bien, un bien-être au travail, une gestion des émotions qui est travaillée et maîtrisée. Et quand ça se passe mal, on retrouve tout ce qui est stress, burn-out, bore-out, brown-out et toutes les autres dérivés. L'aspect conatif, c'est lorsque l'individu est en constante adaptation afin de maintenir le niveau de satisfaction qui lui convient. Pour atteindre ce niveau de satisfaction convenable, ils vont développer des stratégies pour réduire leur insatisfaction ou bien augmenter leur satisfaction. Et on distingue deux types de stratégies. On va d'abord avoir la stratégie comportementale. Elle consiste à agir sur l'origine de l'insatisfaction ressentie. Le but ici, c'est que l'individu puisse mettre en place des actions individuelles ou collectives pour améliorer les caractéristiques du travail, par exemple, les sources d'insatisfaction, voire même, l'extrême, ce serait changer d'emploi. La mise en œuvre de ces stratégies, elle va dépendre des opportunités dont dispose la personne pour le faire. Par exemple, si on a des N+1 ou des managers responsables qui sont à l'écoute des collaborateurs, les individus vont d'abord essayer d'améliorer la situation.
si l'échange est complètement inexistant, si l'individu perçoit qu'il n'y a aucune écoute de la part de ses N+1, il va pas passer par 4 chemins et il va vite changer d'emploi en fait. Le deuxième type de stratégie que l'individu va emprunter pour réduire son insatisfaction ou augmenter sa satisfaction va être appelée stratégie cognitive. Lorsque l'individu utilise ce genre de stratégie, il va modifier ses attentes et ou ses perceptions de la situation de travail de façon à diminuer l'insatisfaction ressentie. Ces stratégies sont mises en place quand il est impossible d'agir sur les causes de l'insatisfaction directement. Quand on a par exemple une impossibilité de trouver un meilleur emploi, un autre emploi, ou d'améliorer tout simplement l'emploi actuel. Il s'agit de diminuer son niveau d'attente et se convaincre que la situation n'est pas si difficile. On retrouve dans ce genre de stratégie aujourd'hui ce qu'on appelle les démissions silencieuses. Ce sont des personnes qui ont réduit leur attente et leur perception et qui décident de travailler, mais de le faire avec le strict minimum d'actions possibles. C'est là aussi où on va retrouver tous les cas de démission, les arrêts de travail, les reconversions professionnelles. Tous les exemples que je viens de citer, ce sont des actions qui ont permis de réduire leur insatisfaction dans leur précédent poste. Alors je vous parle de tout ça, j'espère que je vous ai pas perdu, mais je vous ai pas parlé encore des bénéfices de la satisfaction au travail. En quoi c'est une bonne chose d'avoir des collaborateurs qui sont satisfaits au travail? Eh bien, en analysant beaucoup d'articles scientifiques à travers le monde, parce que c'est très documenté, on s'est rendu compte que la satisfaction au travail, c'est un facteur déterminant concernant la motivation et la productivité des collaborateurs. C'est un facteur qui influence beaucoup sur ce qu'on appelle l'intention de quitter l'organisation, ou même des fois la profession. Nous, je sais qu'en pharmacie, on a vraiment cette problématique où les gens changent de métier, et donc on perd forcément des talents. Donc comme j'ai dit plus tôt, la satisfaction au travail est liée positivement à la motivation, au rendement de l'entreprise, à la productivité, à l'engagement envers l'organisation, ainsi qu'à la sécurité, à la satisfaction des clients. Des travailleurs plus satisfaits ont tendance à voir leur organisation d'un bon œil, et ils sont davantage reconnaissants envers leur employeur, et sont beaucoup moins susceptibles de quitter volontairement leur travail. Ils s'identifient même comme faisant partie intégrante de l'organisation. Maintenant, quels sont les inconvénients à être insatisfait au travail? Le niveau de satisfaction est lié négativement à l'absentéisme, au retard, aux plaintes, aux critiques contre la direction, au vol et à ce qu'on appelle le roulement de personnel, le turnover. Celui-ci doit être vraiment pris au sérieux car il est très coûteux pour l'entreprise. Ces coûts directs comprennent la perte de rendement et la productivité des travailleurs, les coûts engendrés par les différents entretiens avec les candidats et le temps passé avec chacun d'eux. On a aussi les autres dépenses de recrutement telles que la promotion du poste sur certaines plateformes payantes, le processus de sélection, d'embauche et la formation des nouveaux employés, ainsi que les heures supplémentaires pour couvrir les postes vacants et le temps de gestion pour réorganiser tout ça. Les travailleurs insatisfaits expriment souvent leur insatisfaction par un comportement improductif et dysfonctionnel. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, en tant que responsable, il est intéressant pour nous d'avoir cette notion en tête. Je vous dis pas que c'est un curseur qui est indispensable à utiliser dans votre équipe, mais je l'ai trouvé intéressant dans ses dimensions en fait et dans sa définition. On arrive à voir dans quel domaine en fait on peut travailler pour empêcher les collaborateurs de partir en fait et d'avoir un énorme turnover dans nos équipes qui peut être vraiment à la longue à la fois fatigant pour les employés, les autres employés qui restent depuis longtemps, pour vous-même parce qu'il y a une formation à chaque fois à délivrer et enfin pour la qualité du service que vous offrez derrière. Donc voilà. Je vais finir cet épisode avec une citation que j'ai trouvée pertinente pour le sujet du jour. Pour bien faire, il faut commencer par bien être. N'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire, même une note sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite dans le podcast La quête du manager.